La liberté académique est l'un des piliers de nos sociétés démocratiques. Dans plusieurs pays, elle est attaquée quotidiennement. On parle d'intimidation, d'expulsion et parfois même de détention des chercheurs qui tentent de faire leur travail sur le terrain. Nous en discuterons avec Valérie Amirault et Christian Nadeau, mais avant, un bref survol du sujet. Years ago, which is you cannot have democracy without free universities. You cannot have a free society unless you have free science and free thought. L'organisme Scholars at Risk s'est donné pour mission de défendre la liberté des chercheurs dans le monde. Leur dernier rapport dénombrait plus de 320 attaques graves à la liberté académique dans 56 pays depuis septembre 2018. Leur rapport intitulé Free to Think décompte plus de 1400 attaques contre l'éducation supérieure depuis 2011. On y inclut diverses formes d'intimidation et de répression des chercheurs. Certains gouvernements ont même recours à la détention des intellectuels et les accusent d'espionnage. C'est le cas de l'Iran, où sont détenus 2 chercheurs de l'université française Sciences Po, Roland Marchal, spécialiste de l'Afrique de l'Est, et sa collègue et amie Fariba Adelka, anthropologue franco-iranienne. Ils ont été arrêtés au début de l'année 2019. Pour les chercheurs Borrell, Nielsen et Actas de l'université suédoise Jönköping, ces attaques contre la liberté académique sont le pilier du glissement vers l'autoritarisme. Nous recevons en studio pour parler de la liberté académique Valérie Amirault, vice-doyenne de la Faculté des arts et des sciences de l'Université de Montréal et professeure de sociologie, ainsi que Christian Nadeau, professeur de philosophie à l'Université de Montréal et président de la Ligue des droits et libertés. Bonjour à vous deux, bienvenue à l'émission. Bonjour. Alors, liberté académique, on entend souvent parler de liberté d'expression, moins souvent de liberté académique. Comment on peut définir ce concept, M. Nadeau? Il faudrait voir, en fait, il y a un lien entre évidemment la liberté des citoyens, des citoyennes et la liberté des chercheurs. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas croire que ce sont 2 entités disjointes. Ce qui est important, par contre, au sujet de la liberté académique, c'est que pour faire la recherche qui est la nôtre, nous devons jouir d'une certaine liberté. Nous ne devons pas avoir d'entraves qui viendraient de l'extérieur, par exemple des pressions politiques ou des pressions sociales, ce genre de choses, afin de produire la meilleure recherche possible. Le problème, en fait, c'est que ça peut donner aussi l'impression que, en fait, nous n'avons de liberté que là, dans l'exact domaine qui est le nôtre, ce qui n'est pas toujours aussi clair que ça pourrait sembler, mais ce qui est important par contre, c'est qu'effectivement, si l'idée de la liberté est liée aux conditions du savoir, alors il est normal que ce soit relatif à notre domaine de recherche et non par exemple à un domaine qui serait complètement étranger à nos préoccupations. On n'a pas le droit de parler sur tous les sujets comme étant un expert. Encore là, ça dépend, parce qu'il pourrait y avoir une forme de solidarité. Par exemple, s'il y a, imaginons, une intervention politique dans une université à l'étranger et qu'on appelle à la solidarité de la recherche, alors il pourrait se faire que la personne ciblée soit quelqu'un dans une discipline qui n'est pas la mienne et malgré tout, je vais intervenir en faveur de la liberté académique ou pour protéger la liberté de parole de cette personne, même si ce n'est pas mon domaine en tant que tel. Donc il faut faire attention parce que sinon, ça pourrait donner l'impression en fait, que la liberté académique, au final, ce n'est que, disons, une forme de déontologie professionnelle qui serait accordée pratiquement en sens inverse, mais qui serait accordé à des chercheurs en fonction de leur domaine particulier. Alors le problème avec une telle chose, c'est que ça aussi, ça peut être très restrictif pour la liberté d'expression. Là, on voyait dans le topo, Mme Amirault, 1400 attaques contre la liberté académique dans les 10 dernières années. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la liberté académique est en crise? Alors, moi, j'aimerais d'abord commencer par rappeler que la liberté académique, c'est quand même dans l'ADN de l'histoire de l'université. C'est-à-dire que c'est ce qui est au fondement des conditions de possibilité d'un travail d'enseignement et de recherche dans des contextes, on rappelle ça brièvement au Moyen-Âge, de constitution des premières universités, des maîtres et leurs élèves qui se rassemblent, qui se regroupent, certaines disciplines qui y sont, la théologie, le droit, contre l'avis des autorités politiques et religieuses, et puis d'autres disciplines qui arrivent, on pense à la médecine, et qui commencent à faire des choses qui ne sont absolument pas du goût des autorités précisément cléricales ou politiques. Donc l'objectif de la liberté académique, c'est vraiment d'être une condition de possibilité d'un travail de transmission, d'instruction de la réalité, la recherche de la vérité aussi, et puis de recherche plus fondamentale. Maintenant, pour revenir à l'actualité, sans aller jusqu'à dire qu'il se passe quelque chose de particulier depuis 10 ans, il est vrai que les contraintes se sont démultipliées, le regard aussi public sur le travail des chercheurs à l'intérieur des universités et à l'extérieur des universités s'est peut-être intensifié, et c'est ce qui fait qu'un réseau comme celui
celui dont vous parliez dans l'introduction, Scholars at Risk, qui existe, je crois, depuis 2000, est particulièrement attentif à la fois aux manifestations de violence et aussi aux emprises un peu contrôlantes, autoritaires sur la nature des sujets que certains chercheurs veulent investiguer. Je pense par exemple à la Chine et à toute la série de travailleurs ou d'académiques qui sont plutôt sur des questions concernant des minorités comme les Ouïghours, étant eux-mêmes de ces minorités-là. On peut penser aussi aux chercheurs en Turquie qui ont signé il y a 3-4 ans, en 2015-2016, la pétition invitant à la démilitarisation du rapport avec les populations kurdes, qui ont pour beaucoup été emprisonnées. Donc c'est vrai qu'il y a une alerte qui est peut-être plus conscientisée, mais je dirais qu'il faut toujours prêter attention à la variation des régimes de contrôle de ces libertés académiques et aux interventions. Mais justement, vous parliez de la Turquie. Il y a eu des centaines de professeurs qui ont perdu leur emploi ou qui ont été emprisonnés après le coup d'État raté de 2016. Est-ce que c'est un des cas les plus extrêmes ou on en voit d'autres de ce genre-là? Non, je pense qu'il y en a d'autres. On peut parler de la Russie, par exemple. Les chercheurs d'une organisation comme Memorial, qui ne sont pas directement des universitaires, ou pas tous, mais vont être visés par des restrictions du gouvernement, des perquisitions, ce qui va avoir des effets, évidemment, sur le milieu universitaire. Je pense qu'on peut retrouver cela en Chine, on peut retrouver ça dans plusieurs endroits dans le monde. Là, il se trouve que la Turquie a été, disons, sur la sellette, mais il y a énormément d'endroits. Et puis, il y a aussi, à un autre niveau, ce qu'on peut retrouver dans notre propre société, c'est-à-dire la manière dont, en fait, nous, comme chercheurs, chercheuses, intériorisons des normes et ce qui va avoir un effet aussi de paralysie de la recherche, c'est-à-dire de paralysie de la prise de parole. Parce que c'est une chose de voir le problème ailleurs, c'en est une autre de réussir à le localiser ici, de le penser ici, et de voir quelle est la manière dont on s'ajuste par rapport à des considérations comme celle de la liberté académique. Ce qu'on peut voir, c'est que si nous avons effectivement une liberté académique, ça suppose aussi que nous avons une responsabilité par rapport à celle-ci. Et la responsabilité, ce n'est pas simplement de s'empêcher de dire tout et n'importe quoi, c'est aussi d'assumer la position qui est la nôtre et de prendre la parole lorsque nécessaire. Or, donc la liberté académique est un pouvoir, mais c'est un pouvoir qui est très souvent marginalisé parce qu'il n'est pas vu dans nos fonctions. On dit que c'est dans l'ADN de notre recherche. Et pourtant, lorsqu'on regarde la communauté de recherche, on ne voit pas non plus énormément de prise de parole publique, précisément parce que la plupart du temps, on sera enfermé dans nos livres ou dans nos salles de classe et nous n'utiliserons pas l'espace public. Là aussi, il y a un problème. Mais ce n'est pas toujours facile de prendre la parole. Vous-même, Mme Amirault, vous avez vécu des pressions. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Oui, alors je vais revenir dessus dans un instant, mais juste pour faire le lien avec ce que disait Christian, je pense on a beaucoup parlé des exemples de l'Iran, de la Chine, des contextes où il y a une surveillance politique et disons des régimes plutôt autoritaires. Il ne faut pas oublier que même chez nous, ça peut arriver. Omar Othfar a quand même été incarcérée pendant plus de 100 jours en Iran. Mais en Iran, oui, c'est ça. En Iran, mais elle est d'ici, elle est enseignante au Canada et c'était précisément en raison de ses prises de parole ici et de son travail fondamental en anthropologie sur le féminisme qu'elle a été interpellée, arrêtée. Je pense à des gens auxquels on a soustrait ou auxquels on a soustrait leurs données. Ça, c'est le cas, un cas fameux en France. Thierry Dominici, qui travaillait sur la Corse, sur les nationalismes corses, dont on a saisi par effet de l'entrée en application d'une loi plutôt de surveillance intensifiée dans un contexte de lutte contre le terrorisme. Donc, il y a toute une série d'enjeux autour de la liberté académique. C'est pas seulement le droit de parler, c'est aussi le droit de travailler, le droit d'approcher des populations qui sont par ailleurs surveillées. Et c'est ce qui m'est arrivé. Ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai été littéralement sommée par le directeur d'une institution publique qui a été depuis démissionné. Je ne suis pas responsable de sa démission, et qui a été limogé plutôt, qui m'avait demandé de le rencontrer. Je pensais naïvement que c'était pour discuter de la recherche. Et en fait, c'était pour m'inciter avec énormément de politesse à cesser, littéralement, je le cite, cesser d'importuner ses services sur le terrain. Parce qu'en fait, la recherche que je conduisais auprès des jeunes qui étaient à l'époque suspectés de radicalisation empêchait les services policiers d'intervenir, me disait-il. Donc ça, c'est une forme, je dirais, légère, parce que moi, je suis sortie du bureau et puis j'en parle aujourd'hui sur les médias et je risque pas la prison en sortant. Donc il faut quand même avoir conscience du poids qui pèse sur nos itinéraires individuels ici, mais il ne faut pas sous-estimer non plus les changements dans certains pays. Je pense à l'Italie, à des collègues italiennes, l'une qui travaille sur le nationalisme et la montée du populisme nationaliste en Italie, qui s'est vue demander de retirer du syllabus de ses cours un certain nombre de livres, ou une autre qui enseigne dans le cadre de
ses travaux sur le genre, enseigne le transgenrisme et qui s'est vu sommé par un assesseur à la culture de la ville de Sienne de cesser d'enseigner dans les salles de classe ce type de sujet. Donc il ne faut pas perdre de vue que l'enseignement et la recherche marchent ensemble et ça rejoint effectivement l'enjeu public. Et les pressions ne sont pas toujours celles de l'État ou celles des autorités, il y a aussi les corporations. Le cas le plus célèbre évidemment au Québec, c'est celui de Noir Canada, lorsque des chercheurs et leur maison d'édition est poursuivie avec ce qu'on appelle aujourd'hui une poursuite bâillon, ce qui a donné lieu évidemment à tout un mouvement de mobilisation et aussi à tout un imbroglio juridique, si j'ose dire. Mais un magnifique livre. Et un magnifique livre. Mais surtout, ce qu'on peut voir, c'est que à l'époque de Noir Canada, la discussion, même parmi nous, allait en deux sens. Il y avait une discussion sur la liberté académique et il y avait une discussion sur la valeur intellectuelle du livre. Et là, il y a un moment où ce qui était étonnant, c'est qu'on n'arrivait plus très bien à séparer les deux. Or, il faut séparer les deux. Il y a une contribution, par exemple, scientifique qui doit être évaluée à l'aune de critères scientifiques. Et ensuite, il y a un débat sur la liberté académique. Mais il serait très dangereux de remettre en cause la liberté académique sous prétexte, par exemple, que la qualité scientifique ne serait pas à la hauteur de ce que nous pourrions attendre. Parce que ça voudrait dire, en fait, qu'on ne peut plus du tout faire notre travail. Ça voudrait dire que, par exemple, un livre n'a droit à cette liberté académique que dans la mesure où il atteint les plus hauts niveaux d'excellence. Or, ce haut niveau d'excellence, il est très rarement atteint par définition parce que nous sommes dans un processus de recherche. Ce qui ne veut pas dire que nous pouvons publier tout et n'importe quoi, mais le travail qui consiste à estimer la valeur d'un ouvrage doit se faire selon des critères appropriés. Parfait. Le mot de la fin, peut-être, Mme Amirault. Le mot de la fin, ça poursuit ce que vient de dire Christian, c'est-à-dire qu'il ne faut pas perdre de vue non plus que le regard public qui s'exerce sur nos travaux, sur nos éventuelles prises de parole, y compris d'ailleurs quand la prise de parole se fait au sein des universités, on n'a pas vraiment le contrôle dessus. Il y a les réseaux sociaux, bien sûr, mais il y a aussi des gens qui considèrent que certaines approches théoriques sont moins légitimes que d'autres. Donc vous me demandiez de parler de mes expériences. Je pense que la façon dont sont délégitimées les approches, disons, des relations raciales ou des relations ethniques, notamment l'approche postcoloniale ou décoloniale, sont devenus des enjeux de politique qui sortent des cadres universitaires et qui, dans certains cas, des positions de fragilité, quand on n'est pas encore professeur titulaire, par exemple, ou quand on n'est pas encore professeur ayant sa permanence de poste, peuvent être extrêmement fragilisants et expliquer pourquoi certains de nos jeunes collègues hésitent à prendre de la parole. difficulté. En tout cas, on va garder les yeux sur la question. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous. Merci à vous.